Bonsoir. Selon des experts, plusieurs des multiples situations d'urgence sanitaire, agricole, écologique, politique, économique qui plombent le continent africain pourraient être améliorées par une meilleure utilisation du numérique. Avec la survenue du coronavirus, le numérique a grandement été mis à profit par les entreprises. Celui-ci, le numérique, doit être au cœur du développement socio-économique d'Afrique, a relevé en 2015 la ministre des Postes et de l'économie numérique du Togo. Cette assertion a plus que jamais sa place dans un environnement où, paradoxalement, le taux de chômage des jeunes est encore élevé à côté d'un secteur porteur tel que le numérique. Plusieurs facteurs sont mis en avant, le faible taux de pénétration d'Internet, dû entre autres au coût élevé de l'accès à Internet, l'absence d'infrastructures adéquates ou encore l'ignorance d'opportunités qu'offre le digital. Comment faire donc de ce secteur une opportunité d'emploi pour la jeunesse? L'invité de ce soir souhaite partager avec les jeunes Africains son expérience du monde digital afin de les encourager à croire en eux-mêmes et envisager des carrières dans le numérique au plus haut niveau. Après ses études, ou tout au moins il a fait pratiquement toutes ses études aux États-Unis, il a un parcours assez exceptionnel. On peut citer entre autres références, auteur, senior manager chez Microsoft, premier président de l'Université virtuelle d'Afrique. Il est également fondateur du premier technopôle d'Afrique centrale, Ocean Innovation Center. Il est également pionnier de la télémédecine en Afrique. Celui-ci, disons OIC, a pour but de développer le potentiel créatif des jeunes en permettant leur insertion socio-économique à travers la mise sur pied d'entreprises à fort potentiel. Né le 30 décembre 1960 à Yaoundé, Jack Bonjao est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bienvenue à Douala, au Cameroun. Je pense que vous êtes là depuis quelques semaines seulement. En effet, je suis arrivé, je suis descendu par l'aéroport de Douala et ça fait effectivement 3 semaines. J'espère que votre test Covid a été fait et il est négatif. Il a été fait, c'était une exigence du gouvernement, de notre gouvernement, avant le départ même de Washington, où je réside. Et j'ai fait le test, il était négatif et j'ai donc pu voyager. Voilà, c'est désormais cela notre quotidien. Alors, Jacques Bonjao, je propose qu'on commence par un volet didactique. Est-ce qu'il y a une différence entre les expressions informatique, digitale et numérique? Informatique, c'est une expression qui aujourd'hui est presque obsolète. C'était dans les années où l'informatique prenait encore son essor, c'est-à-dire que ça voulait signifier simplement une gestion de données dans les entreprises publiques ou privées. Gestion de données, à l'époque, on pouvait utiliser des petites cartes, par exemple, des petites cartes pour gérer les données. Ça veut donc dire que ce n'était pas digitalisé, pour ainsi dire. Aujourd'hui, on parle donc du digital ou du numérique. Pour moi, l'expression est la même. Pour dire que tout passe effectivement à la numérisation. On ne parle plus des vieilles cartes qu'on utilisait dans certaines entreprises. Très bien. Alors, est-ce que numérisation, donc, et vous avez dit la même chose, numérisation et digitalisation? Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin d'Internet pour cela? On n'a pas absolument besoin d'Internet. Je peux par exemple décider de faire un scanner et de le digitaliser. Je n'aurai pas besoin de passer par Internet. Pour autant que j'ai une machine, le scanner en l'occurrence, je peux scanner un document. Pour le conserver, je le digitalise. En revanche, il faut comprendre que Internet, c'est un réseau devenu incontournable pour la très grande partie de la digitalisation, justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt dans la digitalisation, s'il n'y a pas d'échange. Lorsque je digitalise un document, par exemple, c'est peut-être pour vous l'envoyer. Lorsque nous mettons un son dans le digital,
si je puis dire, c'est peut-être pour envoyer à quelqu'un qui va justement l'utiliser. Et pour faire cet envoi, ça paraît quelque chose de transparent aux yeux de beaucoup, mais en réalité, ça passe par Internet. Donc, Internet est le réseau qui permet de rassembler toutes ces actions. En réalité, je dis souvent que Internet, c'est le pilier. Il n'y a pas, pour ainsi dire, de digitalisation sans l'existence d'Internet. Expliquez-nous bien, digitalisation, c'est quoi? On rend tout digital? On rend tout numérique. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce on que rend ça tout veut dire digital aussi, mais concrètement? en fait, je préfère l'expression numérique parce qu'elle est beaucoup plus connue. Bon, ça veut dire qu'en fait, je ne voudrais pas être très technique. Vos téléspectateurs peuvent ne pas tout comprendre. On transforme simplement ce qui est dans une forme initiale, ça peut même être l'analogique, par exemple, dans une autre forme qui serait beaucoup plus efficace pour la conservation, par exemple, pour le traitement même, en fait. C'est-à-dire, on donne une nouvelle forme qui facilite le traitement de la donnée en question. Donc, il faut penser en termes d'efficacité, il faut penser en termes même de vitesse. Ça devient extrêmement beaucoup plus rapide lorsque c'est digitalisé, beaucoup plus. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la digitalisation. D'accord. Digital a besoin, ou alors Internet est le pilier pour le numérique ou le digital. Absolument. Est-ce que le Cameroun, en termes d'Internet, est bien loti, selon vous? Disons que je me dois de dire que le Cameroun, notre pays, a fait beaucoup de progrès, en réalité. Parce que les jeunes aujourd'hui qui utilisent Internet peuvent considérer que ça va de soi, en fait. En montant, c'est-à-dire, on va dire, dans les années 2000, voire au début des années 90, je crois que notre taux de pénétration était moins de 3%. Bon, en moins de 20 ans, nous sommes aujourd'hui à peu près 30%. Ce n'est évidemment pas l'idéal, mais c'est quand même pas mauvais, c'est-à-dire qu'il y a des avancées. Maintenant, est-ce qu'il faudrait s'arrêter là? Est-ce que cela suffit pour qu'on dise que nous sommes devenus un pays numérique ou un pays digital, si vous préférez? Bien sûr que non. Il faudrait que le Cameroun, au bout du compte, soit digitalisé à 100%. Il faudrait que l'Internet soit accessible à tous. Parce que cela ne relève pas, j'allais dire, de l'utopie en fait. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable à brève échéance. Et pour cela, il faudrait que tous les acteurs de la transformation digitale puissent jouer le jeu, au premier rang desquels les compagnies de télécom. Et ce sont eux qui offrent l'accès à l'Internet. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ces compagnies doivent s'assurer que les coûts sont abordables. C'est une question de coût, Madame Duncan, voyez-vous. Nous avons des pays voisins, je vais tous les citer, dont le Sénégal. Lorsque vous y allez, vous constatez que non seulement le taux de pénétration est plus élevé que dans notre pays, mais les coûts sont aussi faibles. Les coûts sont aussi faibles. Donc, ils ont beaucoup plus facilement accès à Internet que nous, les Camerounais. Et ce n'est pas normal, passez-moi l'expression. Je le dis parce que, non pas que le Sénégal ne soit pas un grand pays, mais parce que nous avons un grand potentiel. Nous avons des entreprises ici qui font des bénéfices, de larges bénéfices. C'est une bonne chose. Je suis un entrepreneur. Il faut encourager cela. Mais il faudrait que ces entreprises, en retour, investissent davantage. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elles n'investissent pas. Les investissements sont simplement insuffisants. Il faudrait aussi que l'État, bien évidemment, joue pleinement son rôle, à savoir encadrer ces entreprises pour que, le cas échéant, elles puissent respecter le cahier des charges. Donc, elles ne respectent pas le cahier des charges selon vous? Je ne présume même pas. C'est pour ça que j'ai dit le cas échéant. S'il se trouve que le cahier des charges n'est pas scrupuleusement respecté, qu'il le soit. S'il se trouve que c'est autre chose, mais que l'État en tire des conséquences. Voilà. C'est tout ce que je dis. Alors, en 2000, on était à 3% pendant les années 2000. Oui. 2020, on est à 30%. Oui. En janvier 2020, on est à 30% de taux de pénétration au Cameroun. Ça veut dire qu'on en a pour peut-être 40 ans encore pour atteindre le 100%. Mais j'espère que non. J'espère que non. C'est pour ça que je vous dis, il est encore temps de se rattraper. Et je répète, je suis
relativement satisfait de ce que je vois, mais ça ne suffit pas. C'est encourageant. Il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez les jeunes, c'est qu'ils font de l'Internet, c'est qu'ils font du digital. Ils ont besoin de ce qu'on appelle la bande passante, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un Internet plus rapide et ils ont besoin d'un accès plus rapide à Internet, en tout cas. Et ils ont besoin même des espaces de stockage beaucoup plus grands. Parce que tout cela, c'est ça qui permet vraiment à un pays, ou en tout cas à sa jeunesse, de pouvoir porter les projets qui sont les leurs. Vous qui êtes dans le domaine, les compagnies de téléphonie nous disent qu'on est dans la 4G. On tend vers la 5G. Vous qui êtes dans le domaine, est-ce que vous pensez que ça, c'est le niveau de la 4G et la 5G n'est pas loin? Bon, c'est un débat, je ne voudrais pas trancher ces débats-là. En réalité, bon, on peut dire qu'on est dans la 4G lorsqu'on est dans la 3, on peut dire qu'on est dans la 5G lorsqu'on est encore dans la 4. Je n'ai pas d'éléments personnellement pour vérifier cela. En tout état de cause, il faut comprendre en ces changements de G, 3G, 4G, 5G, quels sont les bénéfices sur le terrain de ces changements-là. Et ce qui nous intéresse en dernière analyse, nous les utilisateurs, moi compris, c'est que l'accès soit rapide, c'est que l'accès puisse ne pas coûter trop cher, nous l'avons dit, et c'est que l'accès soit universel. C'est-à-dire que même la grand-mère au village puisse avoir accès à Internet. Et ça, c'est possible. D'accord. Bon, peut-être qu'il faudrait nous expliquer c'est quoi la 4G. Quand on nous dit 4G, ça veut dire quoi? Bon, pour faire simple, je ne suis pas sûr que les téléspectateurs... Pour faire simple, c'est une question de convergence. Quand on dit convergence dans la technologie, ça veut dire que vous pouvez avoir à la fois le son, vous pouvez avoir à la fois les textes, hein, vous pouvez avoir la vidéo, tout cela. Lorsqu'on monte, plus on monte en G, plus tous ces ingrédients, passez-moi l'expression, cohabitent ensemble pour vous permettre de pratiquement tout faire. Sans avoir besoin de changer de médium, etc. etc. Mais ce que le téléspectateur devrait retenir, c'est que c'est une montée en puissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez une voiture comme, donnez-moi un nom, une Toyota, vous passez de la Toyota à la Mercedes, pour faire vraiment simple. C'est ça l'idée en fait, évidemment en termes digital. D'accord. Alors, selon le proverbe chinois, derrière chaque crise se cachent de nombreuses opportunités. On parle digital, un digital qui arrive dans un contexte marqué par le coronavirus. Selon vous, quelles sont les opportunités qu'on peut tirer de cette situation? Tout à fait. D'abord, il faudrait, je commencerai, si vous me permettez, par dire qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, cette crise du Covid-19 aura été, en effet, une opportunité. Et pas seulement pour les pays africains, pour tous les pays du monde. Je dois quand même dire qu'il y a un constat qu'il faut faire. De mon point de vue, et pas seulement de mon point de vue, je pense que l'Afrique a globalement mieux géré cette crise que l'Occident, par exemple. Je le pense sincèrement. Parce que déjà, nous avons subi cette crise. Il ne faut pas l'oublier, nous l'avons subie. Quelle aurait été la situation si c'était l'inverse? Dans le sens inverse. C'est-à-dire que les Africains amènent avec eux le Covid-19 en Occident. Quelle aurait été la situation? Bref, nous avons subi la crise. En dépit de cela, dans l'ensemble, nos dirigeants africains ont pris le taureau par les cornes. Certes, les actions qui ont été menées n'ont pas été parfaites. Personne n'a été parfait dans cette crise. Mais je crois que dans l'ensemble, nous avons bien travaillé et nous devons être fiers de cela. En revanche, je pense que l'Occident a mal travaillé. Ça, je ne vous le surprends pas, vous qui êtes une journaliste chevronnée, Madame Duncan. L'Occident a mal travaillé dans la mesure où un certain nombre de pays occidentaux, vous les connaissez, ont voulu mettre l'accent sur le responsable de la crise. Voilà. Donc, ils passaient le plus clair de leur temps à chercher qui est le responsable. Et pendant ce temps, la catastrophe, les décès s'accumulaient, sans qu'il y ait véritablement des solutions. Et deux, on a aussi vu comment certains systèmes de santé qu'on croyait puissants, ce n'était que de la façade en fait. Ce n'était que de la façade. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la crise a pris les Occidentaux
pour la plupart, par surprise. Et ils ont, de mon point de vue, très mal géré la crise, à l'exception de quelques pays que nous connaissons. En dehors des pays asiatiques, que je ne vais pas citer ici, cela va de soi, mais en Europe, il y a quand même eu des pays comme l'Allemagne. Bon, la Suède, c'est un cas particulier parce qu'ils ont décidé de ne rien faire. Pour autant, ça n'a pas transformé leur pays en un pays où la catastrophe sévissait. C'était un choix. Et on peut ne pas partager ce choix-là, mais en tout état de cause, on n'a donc pas perturbé la vie des populations inutilement. Donc bref, ce que je voudrais simplement dire, c'est que il faut faire attention de nous sous-estimer, de penser que nous n'avons pas de capacité, nous ne pouvons pas répondre à une crise. J'insiste sur le fait que la réponse de certains pays occidentaux laisse vraiment à désirer. Et ce n'est pas une affaire du passé. Ça continue aujourd'hui, on l'observe. Ça continue aujourd'hui. Il y a même une résurgence des cas. Pays. Voilà. Donc ça devrait être une leçon peut-être pour l'humanité entière. Une leçon à tirer de cela. Mais en termes de digital, quelle opportunité cette crise peut nous donner, hein? Parce que les économistes parlent d'une récession économique qui sera très violente du fait de cette maladie. Que peut faire donc le digital pour nous sortir de cette situation-là? Premièrement, s'agissant des prédictions, si je puis dire, des économistes, là nous enfonçons, j'allais dire, une porte ouverte. Il faut qu'on cesse de nous dire tout le temps, on prédit ceci, on prédit, ça va de soi. N'importe qui, on n'a pas besoin d'être expert. Même moi, même qui ne suis pas expert, je sais qu'il y aura, pour rester modeste, il y aura des problèmes économiques énormes à travers le monde. Il n'y a pas de doute là-dessus. On n'a pas besoin d'experts pour nous le dire. Bon, maintenant, en termes de digitalisation, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Premièrement, nous le savions au départ. Digitaliser, c'est la voie à suivre. Ça, nous le savions. Néanmoins, cette crise nous suggère de mettre un coup d'accélérateur sur le phénomène de digitalisation. Parce qu'en réalité, la meilleure façon de gérer cette crise, on est en train de le voir, si on ne prend que des exemples des pays comme la Corée, Taïwan, c'est justement la digitalisation. Et ici, entendez le téléphone portable qui permet d'envoyer des données, de collecter les données, de les analyser, de prévenir, de travailler avec les médecins, le corps médical, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une accélération dans ces pays qui ont compris l'enjeu de la digitalisation et qui étaient bien préparés, en tout cas mieux préparés, pour affronter ce genre de catastrophe naturelle. Et voyez-vous, ça ne sera pas la dernière pandémie, hélas. Il y aura d'autres pandémies, il y aura d'autres épidémies. En ce qui nous concerne, en Afrique et spécifiquement au Cameroun, je pense que nous devons aussi accélérer notre digitalisation. Mais il y a un volet qui va devenir primordial, la formation. Je dirais formation. Il faudrait que les autorités mettent l'accent sur une formation tous azimuts. Nous avons des formateurs de qualité. Il faudrait mettre les moyens à leur disposition. Si nous avons des moyens, on peut dire qu'on n'en a pas assez, mais le peu que nous avons, le peu de moyens dont nous disposons, il faut mettre l'essentiel de ces moyens-là dans la formation. Sinon, on va se retrouver avec une digitalisation, mais les gens ne seront pas, faire partie. Hein? Il faut qu'ils soient partie prenante à ce mouvement de digitalisation-là. Sinon, nos efforts seront absolument vains. Être partie prenante, c'est-à-dire il faut être formé, qu'est-ce qu'il faut renforcer, ou alors on n'a pas de formation du tout parce que... Ce n'est pas qu'on n'ait pas de formation du tout. D'abord, il faut être tout disposé à accepter de s'adapter, que ce soit dans les entreprises, que ce soit les fonctionnaires. Je vois parfois à la télévision, on est dans un bureau de fonctionnaires qui doit se connecter, faire une visio. D'abord, je le dis d'emblée, il y a des fonctionnaires qui sont très capables. Mais néanmoins, vous constatez qu'il y a certains chefs de service notamment, qui ont besoin de leurs collaborateurs pour les aider. C'est ça, en fait, qu'il faut arrêter. Et rendre les gens autonomes, on va dire ça comme ça. Qu'avec votre portable,
qui est quand même un outil qui vous appartient, ce n'est pas un outil à partager, vous puissiez initier par exemple une connexion à travers Zoom ou autre chose et vous pouvoir donc avoir un échange avec vos interlocuteurs. Donc ça va être une formation qui va s'adapter en permanence. Je suis pas, rien n'est figé en fait. En temps de crise, rien n'est figé. Il va falloir s'adapter et il faut aussi, il y a aussi ce que j'appellerais un état d'esprit, Madame Duncan. Il faut que les personnes cibles comprennent que rien ne sera plus comme avant. Et commencer déjà à, même mentalement, à être préparé à s'adapter. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de perdre son emploi parce que tout est digitalisé. En réalité, il faut simplement s'adapter à nouveau et de cette façon-là, on devient beaucoup plus efficace dans son travail. Est-ce que certains ne vont pas se dire je suis déjà trop vieux pour cela? Parce qu'il faut aussi rentrer, réapprendre. Non. Ils ne vont pas vous dire que c'est trop compliqué pour moi, je suis déjà vieux? Pas du tout. En réalité, si vous prenez un établissement comme l'IAI Cameroun, que je connais très bien, parce que c'est un de nos partenaires, il se trouve que c'est un de nos partenaires, il forme toutes les couches sociales. Oui. Je ne suis pas en train d'insinuer qu'on va mettre quelqu'un de 75 ans dans la même salle de formation qu'un gamin de 22 ans. Oui. Voilà. Mais chaque formation est adaptée à ses cibles. Donc, pour répondre directement à votre question, on peut avoir 75 ans, ou plus d'ailleurs, ou plus, et suivre une formation tout à fait adéquate. Et de même, on peut avoir une trentaine d'années, voire une quinzaine d'années, et avoir une formation spécifique qui vous permet de faire quelque chose de très spécifique. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Donc, les entreprises devraient peut-être faire des recyclages, des sessions de recyclage dans le numérique, surtout qu'on a dans la fonction publique, bref, dans les ministères, on a souvent un gros problème de dossiers. On ne retrouve pas tel dossier ou tel dossier. Si tout est digitalisé... Absolument. Là, vous évoquez les ministères, justement. Au-delà même de la digitalisation, il faudrait qu'on fasse ce qu'on appelle dématérialisation. Ouais. Nous sommes, et je vous le dis tout net, nous accusons un gros retard en la matière, la dématérialisation dans les ministères. Et là, encore une fois, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de volonté, voire de volontarisme politique, sinon économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'un décideur, ce n'est pas forcément au sommet de l'État, un chef de service décide d'envoyer en formation, d'abord de commencer par lui-même pour donner, ou par elle-même, pour donner l'exemple, pour donner le ton, pour donner l'exemple, et ensuite de demander à ses collaborateurs d'aller faire la même chose. C'est ce qui se passe. Et il faut aussi de la sensibilisation, parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi on dématérialise. On ne le fait pas simplement pour le plaisir de le faire. Il faut qu'ils comprennent, qu'ils en comprennent l'enjeu. C'est de ça qu'il s'agit. Certaines entreprises ont déjà quand même commencé à dématérialiser. De plus en plus, on entend des procédures, surtout au port, il y a des... En effet, mais on ne peut pas se contenter que de commencer. Hein? Il faut vraiment... Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Il faut aller vite. Ça n'attend pas, en fait. Oui, vous avez dit, le digital, ça va très vite. Absolument. Alors, avec le coronavirus, on a aussi vu quand même de nombreuses entreprises qui se sont réinventées, qui ont repensé le fonctionnement avec les télétravails, les webinaires. On a aussi à côté un peu les paiements des factures déjà se font de façon électronique, c'est ça? Absolument. Voilà. Est-ce qu'avec ça, quand même, on peut dire qu'on commence à avancer? Les choses bougent. Nous sommes en chantier et ça se voit. C'est perceptible. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, je m'en réjouis, bien évidemment. Mais en ce qui concerne le télétravail, je dois dire qu'il faudrait même penser à le généraliser. Hein? Qui aurait imaginé un jour qu'on viendrait au Cameroun et ailleurs, tout le monde ait des masques? D'ailleurs, lorsque les Asiatiques le faisaient, ça faisait rigoler tout le monde. Oui. Aujourd'hui, on le prend tellement au sérieux que le gouvernement préconise le port des masques. Nous, on ne peut plus faire une réunion, et à juste titre, sans avoir des masques. Hein, sans avoir des masques. Donc, ça se banalise même, le port des masques. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait banaliser autant le travail à distance, parce qu'on ne retourne plus en arrière.
on ne retourne plus en arrière. Je vous l'ai dit, je n'avais pas besoin de vous le dire. Il y aura d'autres épidémies. Il y aura d'autres pandémies. Personne ne sait quand ça va arriver, etc. Personne ne sait. Donc, comme on est déjà mentalement préparé à accepter les mesures de protection, je crois que le télétravail va dans le même sens. Le télétravail n'est pas simplement pour empêcher le déplacement. C'est même d'une certaine façon pour empêcher les contacts, en fait. En tout cas, pour les réduire. Pour réduire le nombre de contacts que les gens puissent avoir. Parce que c'est précisément ces contacts-là qui sont source de maladies, source de transmission. Donc, pour ma part, moi, je pense franchement que ça va se poursuivre, le télétravail. Et je dirais même que le télétravail deviendra incontournable. Il y en a quand même qui trouvent que ça a quelques inconvénients. Bien sûr. On ne respecte plus l'heure de travail, puisqu'on est à la maison. Parfois, on ne prend plus sa pause, parfois on termine plus à 17h30 comme d'habitude. Et c'est un peu un inconvénient. Absolument. Et je dois quand même dire que je ne pense pas que le télétravail doit se substituer à la manière traditionnelle, classique, si vous voulez, de travailler. Il faut que le travail soit divisé, j'allais dire, en deux volets. Le télétravail pour ceux qui ne peuvent pas véritablement être dans les bureaux. Par exemple, dans les structures où j'ai travaillé, avant même que cette pandémie n'éclate en fait, nous avions des gens, moi compris, ça dépend des moments, qui peuvent avoir besoin de faire du télétravail. Quand je voyage, je suis à Nairobi et que j'ai une tâche importante pour le siège social, c'est-à-dire à Seattle, aux États-Unis, j'ai besoin de faire du télétravail. Mieux encore, nous avons aujourd'hui, en tout cas dans les entreprises où j'étais, un nombre relativement important de femmes qui sont des ingénieurs, qui sont des hommes comme les autres. Passez-moi l'expression. Voilà. Et lorsqu'elles ont leur maternité, elles ne ressentent pas, ou en tout cas l'entreprise ne ressent pas cela comme une maladie. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends très bien. On leur dit, mais écoutez, ce qui compte en dernière analyse, c'est l'efficacité. Prenez votre temps. Restez dans votre congé de maternité. Dès que vous terminez même, vous pouvez travailler de la maison. On ne compte pas les heures. Dieu merci, j'étais dans une entreprise où on disait flex time. Flex time, ça veut dire que vous travaillez 3 heures ou 10 heures, peu importe. Vous avez une tâche à accomplir. Il faut qu'elle soit bien faite. Voilà. Imaginez ce que ça fait pour une femme qui est en maternité. Mais c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment l'idéal. Parce que lorsqu'elle allait son enfant, parce que l'enfant pleure, il s'est réveillé à 14 heures ou à 10 heures, elle peut interrompre une tâche qu'elle avait commencée sans souci. Lorsque l'enfant s'endort, c'est le meilleur moment pour reprendre la tâche en question. Quelle flexibilité. Mais le télétravail, est-ce que c'est possible au Cameroun avec Internet? Bon, écoutez, c'est possible dans une certaine mesure. Je ne suis pas en train de dire que si on fait le schéma de tout à l'heure que j'évoquais, ce serait 60% télétravail, 40% au bureau. Non, on peut commencer, c'est graduel en fait, c'est un processus. On peut commencer par peut-être 5 à 10% de télétravail. Après, on voit l'évolution, on passe à 15%. Ça, ce sont les responsables qui le décideront, hein, en connaissance de cause. Ce n'est pas quelque chose qui va être prescrit par les informaticiens. Ça n'a rien à voir avec la technologie en soi-même. Ça, c'est le responsable qui, avec ses collaborateurs, peuvent avoir une discussion, peut-être même en profondeur, sur la question de télétravail. Absolument. Alors, tout à l'heure, je parlais du paiement des factures, du commerce en ligne. Est-ce qu'on peut mettre tout cela, ces éléments-là, dans l'économie numérique? Oui, en effet. En effet, tout ce qui est digital, facture, électronique, tout ça, c'est vraiment... Tout cela est justement au cœur de l'économie numérique. L'économie numérique implique tous ces éléments-là. Et il ne faut pas non plus oublier que le digital, le numérique si vous préférez, a un caractère transversal. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que pratiquement dans tous les métiers, vous retrouvez au moins une part du numérique. C'est ce que ça veut dire. Ça veut donc dire que si vous avez une culture du numérique, ça vous aidera, quel que soit l'emploi où vous vous retrouvez.
quel que soit l'emploi où vous retrouvez. Donc finalement, les bénéfices, les retombées du numérique sont assez importantes. C'est comme ça qu'il faut voir cela. Ce sont des retombées gigantesques, j'allais même dire. Si vous maîtrisez le numérique, ça vous ouvre pratiquement toutes les portes. Et l'un des domaines, justement, où le numérique, vous le savez, a connu une transformation, j'allais dire, exceptionnelle, c'est dans le domaine du journalisme en ligne. Vous regardez les sites comme Mediapart, par exemple. On n'utilise pas du papier. Voilà, tout est numérisé. On vous envoie votre journal par email, vous le lisez, etc. Ça permet même de faire beaucoup d'économies en termes de papier, en termes... Le numérique, même, ça a même un aspect, j'allais dire, écologique, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. On n'a pas besoin de couper les arbres à l'est du Cameroun tout le temps parce qu'on va aller fabriquer du papier. Vous avez beaucoup de messages à passer. Alors, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'économie numérique et l'économie traditionnelle? Disons que ce n'est pas fondamental. C'est l'économie traditionnelle, le numérique, l'économie numérique, j'entends, c'est l'économie traditionnelle qui a été transformée à la forme numérique. On va dire ça comme ça. Mais il faut surtout regarder l'économie numérique en termes d'opportunités que ça offre. C'est-à-dire que tout ce qui est Internet, par exemple, les ventes en ligne, Voilà. ça fait partie, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. La première compagnie mondiale aujourd'hui, c'est Amazon. Amazon a dépassé 1000 milliards, je dis bien 1000 milliards de capitalisation, ça fait peut-être voici 3 ans aujourd'hui. C'est du jamais vu en fait. Et ce n'est pas la seule. Donc si vous ne prenez que ça permet vraiment de booster, si j'ose dire, l'économie. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qu'Amazon emploie, booster l'économie. Donc l'économie traditionnelle, je dirais qu'elle est, pour vous donner une image, elle est un peu statique. C'est l'économie telle que nous la connaissons, mais elle est un peu statique. Et l'économie numérique vient maintenant s'appuyer sur les fondamentaux de l'économie traditionnelle pour y ajouter les aspects numériques, justement. L'Internet, le commerce en ligne, le transfert de fonds. Dieu sait combien de transferts de fonds nous faisons ici au Cameroun. Donc tout ça, c'est une autre forme d'économie qui, justement, crée énormément d'emplois. Et c'est ce qui nous intéresse en dernière analyse en termes d'impact social. Vous êtes le fondateur du premier technopôle d'Afrique centrale, Ocean Innovative Center. Innovation Center. Ocean Innovation Center, je corrige. Alors, celui-ci a pour but de développer le potentiel créatif des jeunes en permettant leur insertion socio-économique à travers la mise sur pied d'entreprises à fort potentiel. Expliquez-nous tout cela. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce qui motive la création d'Ocean Innovation Center? C'est la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine. Lorsque je suis ici chez nous, et je passe beaucoup de temps ici chez nous et je m'en réjouis, je constate le potentiel de cette jeunesse-là. Je constate leur capacité non seulement à utiliser l'outil technologique, l'outil Internet, mais à être inventif, à être créatif. Cette jeunesse crée des projets, mais tout se passe un peu, je ne dirais pas dans le désordre, mais ce n'est pas organisé, on va dire ça comme ça, pour rester courtois. Ce n'est pas organisé. Alors je me dis, mais moi je sers à quoi? Il se trouve que je peux me prévaloir d'une certaine expérience, ayant passé plusieurs années dans le numérique justement. Est-ce que je ne pourrais pas jouer le rôle d'encadreur, mais aussi de catalyseur? C'est-à-dire que je rencontre cette jeunesse, je trouve une place, un lieu, pas un lieu de bavardage, mais un lieu pour aller en profondeur de ces projets et de choisir avec eux la meilleure façon de les porter, de les mener à bon port. C'est ça l'idée d'Ocean Innovation Center. Donc, pour faire simple, c'est un technopôle qui consiste à réunir ces jeunes-là. On peut même organiser des concours concernant les projets de ces jeunes-là. On en sélectionne, par exemple, une trentaine. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait la fois dernière. Et ensuite, on prime peut-être les 10 meilleurs projets, tout en s'assurant qu'il y a le prix
de la fille digitale, vous l'aurez compris, nous entendons aussi encourager les femmes, davantage à embrasser les métiers de la technologie. Parce qu'elles en ont les capacités, mais souvent elles ne savent pas. Personne ne les encourage. Elles se disent, bon, notre vocation, c'est les réseaux sociaux, voilà, ce n'est pas d'aller plus loin, ce n'est pas d'être chef d'entreprise. Nous leur disons le contraire. Et moi, je ne le dis pas en l'air, parce que aux États-Unis où j'ai travaillé, aujourd'hui, regardez le nombre de femmes qui tiennent les rênes des grandes entreprises. IBM, Big Blue, qui aurait pensé qu'une femme serait en train de diriger ce géant qui a la même taille que Microsoft, pour faire simple? Qui l'aurait pensé? Pour ne pas parler d'autres entreprises comme eBay et j'en passe. Donc je voudrais que nos jeunes femmes puissent avoir les mêmes ambitions que les hommes. J'ai employé une expression tout à l'heure, je disais, voilà, ce sont des hommes comme les autres. Il faut qu'elles se considèrent, qu'elles sont des hommes comme les autres. On les accueille. Et pourquoi un prix spécial pour elles? Justement pour les encourager, parce qu'elles ont eu un retard, pas de leur fait, du fait de la société, qui estime que les métiers d'ingénieur, ce n'est pas pour les femmes. Et elles-mêmes, malheureusement, elles finissent par le croire. Donc nous voulons justement changer cette vision de choses. Et le centre, je vais m'arrêter là pour ne pas être très long, reçoit ces jeunes-là, les encadre. On n'a pas tous les moyens financiers pour les accompagner jusqu'au bout. Mais nous sommes en permanence à la recherche des partenaires qui veulent jouer le jeu, qui veulent nous accompagner. S'ils sont décidés à nous aider à réduire un tant soit peu le problème du chômage, le problème pandémique du chômage, mais qu'ils viennent nous aider à encadrer ces jeunes-là. Ils peuvent, et ce n'est pas une aide qui a besoin d'être même directe. Voilà. Il y a, de toute façon, il y a plusieurs formes d'aide, et on peut en discuter. Très bien. À ce jour, quel peut être le bilan en termes d'insertion des jeunes qui passent par votre technopôle? Justement, en fait, le domaine dans lequel nous nous investissons, c'est un travail de longue haleine. Voilà. Ce sont des projets moyen-long terme. Vous ne pouvez pas avoir un bilan dans 2-3 ans. Ce n'est pas possible. Parce que ça prend du temps pour créer une start-up. Et même surtout pour maintenir l'élan, pour maintenir la dynamique. C'est un processus, ça prend du temps. Mais nous estimons néanmoins qu'après 5 années de fonctionnement, on va commencer à avoir les retombées. Et une fois que ces retombées-là commencent, ça peut prendre une vitesse exponentielle. Donc c'est une manière de vous dire qu'on démarre doucement ce genre de projet. Mais à partir d'un certain nombre d'années, 4-5 ans, on décolle véritablement. Et OIC existe depuis 2017. En effet, oui. Mais on n'entend pas beaucoup parler de vous quand même. C'est peut-être vrai. J'allais dire c'est à dessein. C'est parce que vous êtes dans... C'est à dessein dans la mesure où... Peut-être. L'image n'est pas fausse, en effet. En fait, nous faisons ce que nous appelons, ce que j'appelle moi, un travail de fond. Le travail de fond, c'est un travail qui demande du temps. Ça demande de la concentration. Ça demande du sérieux. Je ne juge pas utile de nous lancer dans la publicité, oh nous sommes ci, nous sommes cela, alors que nous avons encore des projets en cours. Notre publicité se limite, en tout cas pour le moment, au recrutement des jeunes. On veut les former autant que faire se peut pour qu'ils puissent venir chez nous s'ils le souhaitent. Mais une fois qu'ils sont là, nous travaillons, voilà, j'allais dire dans l'ombre pour ainsi dire, jusqu'à ce que ces projets arrivent à maturité. Ben, c'est important quand même, si je vais être la fille digitale de l'année, il faudrait que je sache où aller. Absolument, absolument. Nous avons un forum annuel et c'est à l'occasion de ce forum justement que nous faisons ce que j'appellerais les recrutements. Ah d'accord. Le prochain aura lieu en principe au mois de septembre. C'est prochain, c'est demain septembre. Et c'est à l'occasion de ce forum, le forum sur l'innovation et les technologies émergentes. C'est le nom de notre forum. Et nous parlons du rendez-vous de Kribi, c'est-à-dire venir participer au forum. Donc les jeunes viendront sur invitation, bien sûr, mais ils peuvent aussi venir spontanément. Voilà. Quand je dis venir, pas forcément physiquement, ils peuvent aller en ligne sur notre site, s'inscrire et peut-être même postuler comme candidat. Voilà. Ils peuvent mettre leur projet en ligne, ils peuvent présenter leur projet en ligne et on les invite ensuite comme candidats. Une fois qu'ils y sont, ben, ils découvrent le centre, on leur explique on leur explique le sens de notre démarche. Et à partir de ce moment-là, on lance le concours
on recrute ce qu'on va encadrer et le reste coule de source. D'accord. Alors, puisque vous dites que le forum se passe à Kribi, effectivement, votre technopole est implanté à Kribi. Moi, j'aimerais savoir pourquoi Kribi et pourquoi pas Douala, parce que c'est comme la capitale économique. Vous allez faire quoi à Kribi? Très bien. Déjà, j'estime que dans n'importe quel coin de notre pays, on devrait être capable de travailler. Voilà. Je ne suis pas forcément, en ce qui me concerne en tout cas, quelqu'un qui aime fonctionner dans les grandes villes. Ça, c'est ce qui me concerne. Bon, maintenant, le Ocean Innovation Center, pourquoi Kribi? Bon, nous avons simplement estimé que nous voulions un coin calme ou relativement calme où nous pouvons faire justement un travail de fond. Parce que le software engineering, c'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Et vous ne souhaitez pas être distrait. Ensuite, nous voulions donner une dimension internationale à notre centre, Ocean Innovation Center. En cela, nous nous sommes dit ceci. Puisque nous voulons impliquer l'international, y compris les Occidentaux, comme partenaires, j'entends, il se trouve que ce sont des gens, pour la plupart, qui aiment la mer. On peut utiliser le centre pour vendre la destination Kribi d'une certaine façon. C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent à Kribi pour notre forum, qu'ils sachent qu'après, ils peuvent aller à la mer. C'est aussi simple que cela. Et j'ai la certitude que cet aspect-là, ce n'est peut-être pas primordial, mais ça ne manque pas d'intérêt. Voilà. C'était un peu ça qui expliquait. Bien sûr, il y avait la perspective du port autonome de Kribi. Ça va faire de Kribi un centre encore international une fois. Donc tout cela a joué dans le choix de Kribi. Et justement, à ce moment-là, ce n'est plus très calme. Hein? Si le port se développe, s'il y a affluence, vous n'êtes plus dans le calme. Vous avez raison, mais le calme n'était qu'un critère parmi tant d'autres. Si on perd, en tout cas en partie, ce critère-là, et que en retour, on suscite l'adhésion à l'international, pour nous, ça vaut la peine. Très bien. Alors, quels sont les métiers que le Technopole offre? Je veux dire, quand on entend digital, très souvent, on ne sait pas s'il y a beaucoup de métiers dedans ou ça s'appelle simplement en digital. effet, il y en a beaucoup. Ce n'est pas nous qui offrons les métiers. Ce sont les start-upers, passez-moi l'expression, c'est-à-dire les jeunes créateurs d'entreprises dites start-up, qui postulent à Ocean Innovation Center et nous découvrons leur projet. C'est eux qui présentent un projet. J'ai tel projet qui va permettre de gérer, par exemple, les agences de voyage, pour prendre un exemple, avec beaucoup plus d'efficacité. Ils présentent un projet comme celui-là. Si nous estimons que c'est un projet porteur, c'est un projet qui fait sens, c'est un projet qui, en dernière analyse, aurait un impact social, eh bien, nous sommes heureux d'accueillir une telle structure. En revanche, si un jeune vient vers nous, il nous dit, bon, je viens de créer un robot qu'il va pouvoir envoyer quelqu'un ou je ne sais pas quoi, un objet à la planète Mars. Bon, on va l'écouter, on va suivre ce qu'il a fait. On va dire vraiment félicitations, mais nous avons un souci avec votre projet. Non seulement, a priori, il va être très coûteux, mais en termes d'impact social, nous ne le voyons pas. Bon, on ne rejette pas le jeune de façon systématique. On peut lui suggérer, le réorienter, merci. On peut le réorienter son projet, j'entends, de telle sorte qu'il puisse justement remplir le critère de l'utilité sociale. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je me pose toujours la question, Madame Duncan, à quoi est-ce que je peux être utile? D'accord. Même lorsqu'on m'invite à une conférence, que ce soit à l'intérieur du pays ou même à l'international, je n'accepte pas de façon systématique, quand bien même j'aurai le temps de participer à la conférence. Je me pose toujours la question, quel est le but de la conférence? Pourquoi pensez-vous que je sois la meilleure personne pour être l'invité ou l'invité spécial de cette conférence, etc., etc. S'il n'y a pas de réponse satisfaisante, moi, je n'y vais pas. Quand bien même on financerait le déplacement, etc., etc., je n'y vais pas. Donc, c'est de l'utilité sociale qu'il s'agit.
Vous êtes senior manager, vous avez été, pardon, J'avais été, oui. chez Microsoft. Je suppose que vous êtes un modèle pour certains jeunes. Certainement, j'imagine que il y a des jeunes qui doivent me percevoir comme un modèle. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est l'échange que j'ai avec eux, notamment lorsque je reçois leurs mails. Par exemple, les mails, mon email est public, hein, c'est pas quelque chose de... Donc, quand ils m'envoient des mails, ils posent des questions. Voilà. On veut savoir comment vous avez fait, qu'est-ce qu'il faut faire demain peut-être pour être chez Microsoft? Absolument. En effet, ça c'est la question rituelle, vous vous en doutez. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver chez Microsoft? Est-ce qu'il vous faut un PhD? Est-ce que... C'est pas si simple, s'agissant de PhD justement. Un de mes patrons a commencé à Microsoft, tenez-vous bien, comme comptable. Je dis bien comme comptable. Et ça va vous donner une idée de ce genre de structure. Mais il faisait, on appelle ça hobby. C'est-à-dire quand il a un peu de temps, il fait de la programmation, du digital dont on parlait. Mais il était tellement brillant parce qu'il faisait son travail dans l'ombre. Personne n'était au courant. Quand on l'a découvert, on lui a suggéré en tout cas d'arrêter de faire la comptabilité et de passer au software engineering, tellement il était brillant. Eh bien, lorsqu'il s'est donc lancé, il a grimpé les échelons, il a fini par recruter son ancien professeur. Je dis bien son ancien professeur qui, lui, est PhD. Donc aujourd'hui, son ancien professeur, qui était un collègue à moi, était un collaborateur, au même titre que moi, de ce monsieur-là. Voilà. Donc c'est une manière de vous dire que ce milieu a un niveau de flexibilité incroyable. Il ne faut jamais vous sous-estimer. Et cela aux jeunes qui m'écoutent. Oui, vous pouvez aussi le faire. Les jeunes doivent montrer davantage de passion. Je peux vous garantir que lorsque je discute avec un jeune, que je voudrais même éventuellement recruter, c'est l'un des premiers critères. Est-ce qu'il semble passionné? C'est-à-dire le niveau, le parchemin ne m'intéresse pas a priori. Ça permet peut-être d'avoir une idée de qui vient, mais une fois que la personne est dans la salle de l'entretien, est-ce que cette jeune fille semble passionnée par ce qu'on est en train de faire? Quelles sont les motivations? Pourquoi est-ce qu'elle voudrait travailler ici? Ça, c'est primordial. Il y a aussi l'autre aspect. Bon, l'humilité, tout le monde le sait, ça compte. Et l'humilité au sens de j'aimerais apprendre davantage. Je ne sais pas, mais je suis tout disposé à apprendre. Ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi un critère qu'on a tendance à sous-estimer. Chez nous, en tout cas, je l'ai constaté, chez nous au Cameroun, c'est l'éthique et l'honnêteté intellectuelle. Je dirais même que dans le système anglo-saxon, et pas seulement aux États-Unis, l'honnêteté est primordiale. Si on a le sentiment que vous faites des petits arrangements avec la vérité, vous n'avez aucune chance. Je dis bien aucune. Aucune. Et ça peut être quelque chose qui vous paraît anodin. Je ne parle pas d'un gros mensonge, quoi que ça peut être quelque chose qui vous paraît anodin. Voilà. Mais pour eux, ce n'est pas anodin. Donc, il y a autant de critères. Et je dis toujours aux jeunes qui m'écoutent, faites attention à ces critères-là. Ce sont aussi des critères qui n'ont rien à voir avec la compétence technique. Et vous verrez même que paradoxalement, la compétence technique vient en dernier lieu chez Microsoft. L'une des raisons étant que, pas parce que la compétence technique est importante, n'est pas importante, pardon. Parce qu'en réalité, tout le monde techniquement est très solide quand il se présente déjà chez Microsoft. Donc pour sortir les gens du lot, pour les détacher du lot, il faut bien qu'il y ait d'autres critères, parmi lesquels le critère de l'éthique. Oui, ils peuvent aussi le faire. J'étais quelqu'un d'ordinaire. Peut-être que je le suis même encore, j'imagine. Voilà. Et moi-même, j'étais le premier à être étonné d'être recruté à Microsoft. Peut-être aussi parce que j'étais moi-même, en fait. L'avantage que j'ai eu, c'est que je ne savais même pas qu'il existait des manuels pour se préparer à entrer dans ce genre de structure. Donc, cette ignorance-là m'a sauvé d'une certaine manière, en ce sens que ça m'a permis d'être moi-même. Et c'est ça qui compte. Parce que les manuels, c'est peut-être bien, mais ça peut vous paralyser, en fait. Vous allez peut-être apprendre par cœur des questions qui malheureusement ne seront même pas posées. Et vous êtes préparé pour une question, vous posez une autre, vous risquez de répondre à une question qui n'est... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Alors, est-ce que dans le digital, on peut dire qu'il y a des filières plus porteuses que les autres? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Bon, je ne vais pas vous donner une liste exhaustive.
Mais par exemple, les transferts d'argent, on sait que voilà, ça génère beaucoup de revenus. Il n'y a pas de doute là-dessus parce que les transferts, tout le monde les fait. Si vous prélevez un pourcentage, qui pour le moment me semble élevé, ça me semble trop élevé. Voilà, si vous prélevez un petit pourcentage, à force d'accumuler les cents, vous vous retrouvez avec des millions, sinon des milliards. Donc je ne cite que cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. On a... Bon, je ne sais pas, hein, vous allez me dire, est-ce que si je me lance dans le digital, parce que quand on entre généralement dans une entreprise, on rêve d'atteindre tel objectif. Est-ce que dans le digital, on peut dire, je me lance là et j'aurai un profil de carrière? Est-ce que c'est possible? Oui, justement, plus facilement dans le digital. Parce que lorsque j'entrais à Microsoft, justement, j'ai appris une chose chez Microsoft, qui a une manière de procéder qui est très différente des autres entreprises. Ce n'est pas Microsoft qui vous décrit vos objectifs, contrairement à la plupart d'entreprises qui vous assoient, qui disent, bon, voici ce qu'on vous demande de faire. Microsoft vous assoit et on dit, comment voyez-vous votre avenir? Vous participez si vous voulez. Microsoft vous accompagne à décrire vos objectifs. S'ils ne sont pas assez ambitieux, ça se comprend. Microsoft peut dire non, ce n'est pas suffisant. Il faut... Mais au départ, c'est vous-même qui décrivez vos objectifs. La raison, j'ai fini par comprendre, est la suivante. Il serait beaucoup plus facile pour vous, une fois que vous avez décrit vos objectifs, de les suivre. Ce n'est pas quelqu'un qui vous les a imposés en fait. Ce sont vos propres objectifs. Donc c'est beaucoup plus facile pour vous d'essayer de remplir ces objectifs-là. Bon, excusez-moi. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque vous avez ces objectifs, vous définissez, encore une fois avec l'employeur, où est-ce que ces objectifs vont vous mener. Donc, il n'y a pas de surprise à Microsoft. Et dans d'autres compagnies, comme Google, bien sûr, Microsoft n'est pas la seule. Vous savez où ces objectifs-là vont vous mener et vous en savez même la durée, combien de temps ça prendrait, pour autant que vous bossez dur, pour autant que vous remplissez, j'allais dire, le contrat, etc., etc. Donc, c'est très intense. Mais c'est vraiment très intense. C'est un milieu, en fait, dans certains entretiens, on vous dirait simplement, quand vous paniquez et tout, on dit, it's only a job, ce n'est qu'un travail, c'est-à-dire il y a la vie sans Microsoft. C'est ça qui, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et on est sincère. Effectivement, il y a la vie sans Microsoft. Vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, je travaillais dans une structure que j'aimais beaucoup. Et voilà, j'aurais pu poursuivre ma vie là-bas sans problème. Bon, donc il y a ça. Vous savez déjà là où vous allez finir. Et vous commencez donc à travailler pour y arriver. Le seul problème qui, j'apprends qu'aujourd'hui, ça a été un peu corrigé parce que ça, ce n'était pas très populaire, c'est que, c'est vrai, il y avait une émulation. Je ne dis pas compétition au sens négatif, je dis bien émulation, ce qui encourageait les gens à aller plus loin, mais il fallait aussi jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il fallait jouer collectif. On vous juge en collectif et en individuel. Comment est-ce qu'il participe à l'équipe? Comment est-ce qu'il travaille en individuel? Donc ne croyez pas que vous allez vous engouffrer dans le collectif et croire qu'on ne va pas vous juger individuellement. Donc il y a ces deux aspects-là. Mais ce qu'on reprochait un peu à Microsoft, à mon avis un peu à juste titre, c'est que une fois que vos objectifs sont fixés et que vous les atteignez, voire dépasser, ça peut ne pas suffire. Je m'explique. Ça peut ne pas suffire dans la mesure où il y a une note finale qui dépend de comment les autres collaborateurs ont travaillé. C'est-à-dire, si tout le monde a dépassé une note, disons que 5 veut dire vous êtes extraordinaire. Si tout le monde est extraordinaire et vous êtes juste bon, on peut vous pousser vers la sortie. En réalité, il faut bien comprendre ça. Donc, vous ne vivez pas dans l'absolu. Tout est, on juge aussi par rapport aux autres. L'idée pour Microsoft était que, bon, tous les jours, on recrute des gens, ils deviennent de plus en plus intelligents. On ne voulait pas garder des gens ici qui étaient bons au départ et qui ne le sont plus aujourd'hui. Parce que c'est ça. Ça peut paraître cruel. Ça ne me plaisait pas personnellement, pas parce que ça me concernait ou quoi que ce soit. Mais c'était aussi comme ça que ces entreprises faisaient pour toujours tirer le meilleur. Exactement. Et voilà, donc c'est un système qui peut être critiqué, mais c'est aussi un système qui a permis, en effet, d'aboutir à des résultats que nous connaissons. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de formation. C'est important d'être formé. En termes d'institution, est-ce que OIC, on peut
mettre ici dans les institutions pour former les jeunes dans le digital? Si Oui. oui, sinon, est-ce qu'il y a d'autres structures? Oui, oui, vous avez raison. La formation, OIC pratique la formation. En fait, nous avons 3 volets. Le premier volet, c'est l'incubation, pour faire simple. C'est-à-dire, on amène les jeunes avec leurs projets, on les encadre. Le deuxième, justement, c'est la formation. Et le troisième, c'est l'expertise et le conseil. C'est-à-dire que nous sommes des experts auprès d'entreprises publiques comme d'entreprises privées. Par exemple, j'ai été nommé par le Premier ministre, Philémon Yan, dans un groupe de travail pour le conseiller précisément sur l'économie numérique. Voilà, c'est un peu le rôle de conseil que nous jouons. Donc nous avons ces 3 volets-là. Mais la formation n'est pas primordiale. Le volet primordial, encore une fois, c'est l'encadrement des jeunes pour porter leurs projets. Et notre formation est aussi assez spécifique. C'est-à-dire on forme les jeunes dans des domaines un peu pointus. Ce n'est pas une formation tous azimuts, une formation généralisée. Voilà, à l'inverse des autres instituts classiques de formation. Très bien. J'aimerais savoir pourquoi, en général, quand on parle de start-up, on fait directement référence au digital. Est-ce que start-up, ça ne rentre que dans le digital? Il se trouve simplement que, en effet, beaucoup d'entreprises dites start-up sont dans le domaine du digital. Bon, je n'ai pas un pourcentage, mais on va dire au moins 80%. D'accord. Mais il peut y avoir des entreprises qui ne sont pas, dont leur cœur de métier n'est pas le digital. Voilà. Dans leur cœur de métier n'est pas le digital. Ça existe, mais on les appellerait start-up simplement parce que ce sont des petites structures qui démarrent, qui ont un potentiel de croissance rapide. Je parle bien de potentiel, qui peuvent aller très vite. C'est-à-dire on démarre avec beaucoup de difficultés, bien sûr, mais on peut aller très vite, une fois qu'on est sur la bonne voie. Et qui peut grandir et cesse justement de devenir une start-up. Microsoft a démarré comme une start-up, c'est-à-dire dans les petits garages, des petites entreprises, etc. Donc il faut le savoir. Google a démarré comme une start-up. Apple a démarré comme une start-up. Mais quand ça devient un géant, ce n'est plus une start-up. Parce qu'il y a le mot start, c'est-à-dire au départ. Exactement. C'est ça la différence. Et maintenant, n'oublions pas que même si ce n'est pas une entreprise digitale, les 20% qui font partie des start-up sans être véritablement des entreprises digitales, il y a encore le caractère transversal du digital qui font que d'une manière ou d'une autre, ces entreprises-là vont utiliser le digital. Le digital. Et qu'est-ce qui peut concourir à la pérennité de ces start-up-là? Parce qu'on a aussi l'impression qu'elles sont nombreuses et beaucoup aussi disparaissent rapidement. Mais c'est tout le défi. Oui. C'est tout le défi. Vous avez parlé tout à l'heure lorsque vous échangez, je faisais allusion au travail de fond. C'est justement pour être sûr que dès le départ, des building blocks, comme on dit, dès le départ, on construit sur une fondation solide. C'est comme lorsqu'on construit un bâtiment, Dieu sait combien de bâtiments s'écroulent chez nous parce que la fondation n'a pas été aussi solide. Ouais. C'est la même chose. Même avec une fondation solide, une start-up peut quand même échouer. Mais simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on essaie de mettre toutes les chances du côté de ce projet. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et parlons un peu des enjeux de la digitalisation pour les entreprises dans le contexte actuel. Je voudrais prendre déjà, prenons un peu l'impact sur la gestion des ressources humaines dans une entreprise. Bon, l'impact qui est très perceptible, c'est que ça peut réduire le personnel en termes du nombre de personnes. Mais il ne faut pas avoir une vision, j'allais dire, court-termiste de la chose. En réalité, je vous l'ai dit, la question de conversion, d'adaptabilité est la clé. C'est-à-dire, lorsqu'on vient vous dire, bon, on va mettre un robot qui va se mettre à faire les tâches que vous aviez l'habitude de faire, on ne dit pas que de façon systématique, vous allez arrêter de travailler. C'est un message pour vous dire que si vous voulez garder votre emploi, il faudrait peut-être vous reconvertir à autre chose. Pas à un métier différent, tout en restant dans le même métier, mais une nouvelle manière de faire des choses. Ça peut même être la programmation, en effet, de ces robots en question. Ça peut être de cela qu'il s'agit. Donc il y a tellement, on parle de flexibilité de l'emploi en fait.
il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut comprendre que nous sommes dans un monde mondialisé, passez-moi l'expression, et que les choses ne seront plus comme avant. Ce n'est pas un monde figé, ce n'est pas un monde statique. Il y a une dynamique, une formidable dynamique qui, pour les pays africains, et singulièrement pour le Cameroun, présente un atout. Nous avons une jeunesse formidable qui a cette capacité d'embrasser très vite la technologie. Il faudrait simplement que nous ayons une approche qui nous permette de tirer le meilleur parti de ce potentiel-là. Et selon vous, quelle peut être cette approche-là? L'approche peut être le soutien de l'État. Je suis de ceux qui estiment qu'on a besoin plus d'État et non moins d'État, comme disent certains économistes, en tout cas en ce qui concerne nos économies africaines. Mais l'État, pourquoi faire? Moi, je dis toujours, l'État doit faire. L'État doit faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'État doit accompagner. Je l'ai dit à plusieurs occasions, pour vous donner un exemple précis. Je ne pense pas que l'État doit se mettre à créer des technopoles, voilà, ou des incubateurs. Je ne pense pas que ça doit être que ça devrait être le rôle de l'État. En revanche, je pense que l'État doit encourager la création d'incubateurs et même les soutenir, les appuyer même. C'est ce que l'État devrait faire. Et quand je parle de cela, je ne parle pas forcément de mon incubateur. En réalité, je souhaite même qu'on multiplie le nombre d'incubateurs à travers le pays. Voilà. Mais que ce ne soit pas l'État qui le fasse. C'est-à-dire que l'État doit simplement créer le cadre, mais surtout appuyer ces jeunes-là. Moi, je vais vous parler par exemple de la Silicon Mountain, que vous connaissez sans doute très bien, à Buea, à l'image de la Silicon Valley aux États-Unis, bien sûr. C'est dramatique ce qui se passe là-bas. Parce que voilà les jeunes gens qui ont porté un projet, comment dirais-je, un très beau projet, on va dire ça comme ça, mais qui n'ont pas eu suffisamment d'accompagnement. Et malheureusement, entre-temps, nous avons eu la guerre dans cette région. Et mon message, c'est quoi? Parce que ce n'est pas une affaire simplement de l'État. C'est aussi même une affaire, je dis souvent à mes collègues, nous avons aussi une responsabilité. La mienne, en tout cas, consiste à dire à ces jeunes-là, nous pouvons nous efforcer d'encadrer certains parmi vous à Kribi. Voilà, pour autant que nos petits moyens nous permettent de le faire. Nous pouvons encadrer certains parmi vous, et cela même gratuitement. On peut leur offrir un traitement spécial. Ce serait justice. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Parce que ceux qui ont eu quelques petits moyens, vous le savez, ils ont essayé d'aller dans les grandes villes justement, Douala, Yaoundé, etc. Mais tout le monde ne peut pas avoir ces moyens pour pouvoir se relocaliser quelque part. Mais si je ne le fais tout seul, si ma structure le fait tout seul, ce serait une goutte d'eau. Ce serait une goutte d'eau, absolument. Donc, il faut que chaque acteur joue le jeu, y compris même les compagnies de télécom. Elles peuvent aussi aider à récupérer, passez-moi l'expression, ces jeunes gens-là. C'est ça qui va justement créer des emplois, pardon. On parle de création d'emplois, jeunes d'emplois. La digitalisation est un vivier, Madame Duncan. C'est un vivier magnifique. Et il faut donc avoir présent à l'esprit que c'est un travail d'équipe, c'est une collaboration. La transformation digitale, il faut que tous les acteurs participent. L'État, le public, les privés, les jeunes eux-mêmes, etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Chacun doit jouer le jeu. On continue avec l'impact de la digitalisation, par exemple, sur le marketing. Oui, sur le marketing, la digitalisation, comme dans bien d'autres domaines, a changé en bien sûr, la manière dont le marketing doit être fait. Et voilà, et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le marketing digital, voilà, qui est un marketing beaucoup plus évolué, beaucoup plus efficace, etc., etc. Nous avons les réseaux sociaux où vous voyez beaucoup de produits. Le fonctionnement des réseaux sociaux est tel que pour le consommateur, entre guillemets, c'est gratuit. La visite des sites, pour autant qu'il soit disposé à accepter une bonne dose de publicité. Voilà. Alors, avec les entreprises peut-être qui font, où il faut le relationnel, est-ce que le digital ne vient pas un peu nous couper de ce contact-là? Non, en fait, le contact humain va demeurer. Je ne pense pas que le contact humain, la chaleur humaine même, si vous voulez, va disparaître. On en aura toujours besoin. Il s'agit simplement de s'adapter à d'autres formes, de formes nouvelles
de digitalisation, mais en même temps, moi j'ai écrit un article, peut-être on va revenir là-dessus longtemps, vers la fin peut-être. Il y a longtemps, j'ai écrit un article dans un contexte très particulier, que ça s'appelait « Le digital à visage humain ». L'article, justement, répondait un peu à votre question, que ce côté humain-là, ça va rester. Voilà, on n'est pas le digital, en tout cas, ma vision du digital n'est pas celle qui consiste à tout robotiser. Non, je ne suis pas pour ce type de digital-là. Revenons alors sur les enjeux du digital sur les entreprises camerounaises dans le contexte actuel, pas seulement marqué par le coronavirus, mais marqué également peut-être par le taux de chômage. Quels sont les enjeux de la digitalisation dans les entreprises camerounaises? Les enjeux... Alors les performances, pas le chômage, les performances des entreprises. Ah non, la digitalisation va être incontournable parce qu'en fait, les entreprises qui n'adoptent pas la transformation digitale, je vous ai dit tout à l'heure que nous faisions aussi œuvre de consultants, notamment auprès des entreprises. Notre message consiste précisément à dire à ces entreprises-là, vous avez l'impression qu'on vous demande de payer beaucoup d'argent parce que vous estimez que ce n'est pas nécessaire. Vous arrivez plus ou moins à vous en tirer sans avoir besoin de ce changement-là. Mais malheureusement, ce n'est qu'une question de temps pour qu'elles puissent faire face à de sérieuses difficultés et peut-être même de disparaître simplement en raison notamment de la concurrence. C'est-à-dire que les entreprises qui vont faire le saut du digital seront mieux armés pour affronter ce qu'on appelle la mondialisation. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il vaut mieux faire des investissements en amont. En amont et commencer justement à se mettre sur la même longueur d'onde que le reste des entreprises du monde. Plutôt que de penser qu'en faisant rien, on fait des économies. Ça peut, sur le long terme, vous coûter beaucoup plus cher. Comment on parle d'entreprise, comment donc faire la migration? Quitter de l'entreprise classique à une entreprise plus digitalisée? Absolument. En fait, justement, ce que beaucoup d'entreprises craignent, c'est ce que j'appelle le phénomène du Big Bang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du jour au lendemain, on leur demande de passer aux vieilles méthodes directement à la digitalisation. Non, ça peut se faire aussi de manière graduelle. Il faut bien se le dire, ça peut se faire de manière graduelle. Si vous prenez une entreprise, par exemple, qui a plusieurs services, plusieurs départements, ressources humaines, comptabilité, on peut décider qu'on commence par tel département pour le digitaliser. Et voilà. Et après que ce département passe au digital, on fait une évaluation du succès ou pas de cette phase-là. Et si c'est concluant, on peut ensuite poursuivre sur la même lancée. Donc on n'est pas obligé, ce n'est pas un phénomène de disruption, on n'est pas obligé de tout interrompre avant de se lancer dans le digital. On ne change pas d'un clic. On ne change pas d'un clic. Alors, est-ce que vous pensez que nous sommes prêts? C'est-à-dire que sur le plan infrastructure, social même, économique, est-ce que nous sommes prêts à rentrer complètement dans le digital? Pas tout à fait. Je dirais qu'on n'est pas suffisamment préparé. Voilà. On n'est pas suffisamment préparé pour certaines raisons, nous en avons évoqué au début de cette conversation, mais aussi parce que l'outil Internet, l'accès en tout cas à Internet, reste encore relativement faible dans notre pays. Il faudrait vraiment qu'on puisse commencer à penser en termes d'accès universel, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir accès. Ce n'est pas une utopie, pas du tout. C'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Il faut simplement que les différents acteurs puissent accepter de jouer le jeu. Alors, je le disais un peu plus haut, notre quotidien est désormais rythmé par le digital. On n'est pas prêt complètement sur le volet infrastructure et autres. Est-ce que mentalement on est prêt? Lorsqu'on voit toutes les dérives qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, est-ce que mentalement on était prêt à rentrer dedans? Je dirais la même chose. Il faudrait simplement
qu'il y ait un travail, il y a un formidable travail de pédagogie à faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et même un travail de sensibilisation. Et ça prendra du temps. Mais il faut au moins commencer. Il faut véritablement commencer à faire ce travail. Voilà. Est-ce qu'on a véritablement commencé? À mes yeux, pas vraiment. Pas vraiment. Et on constate aussi que dans certaines administrations, pas toutes, dans certaines administrations, on traîne les pieds. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément parce qu'on ne comprend pas l'enjeu du digital. C'est peut-être pour d'autres raisons que j'ignore, mais je constate, c'est un constat que je fais, qu'on traîne les pieds dans certaines administrations. De façon volontaire? En partie, oui. Ça peut être de façon volontaire en partie. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer, ou alors vous allez nous expliquer, hein, avec l'avènement du digital, on a les porte-monnaies électroniques et plus ça grandit, plus les arnaques sont développées. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre finalement de l'avènement de ce digital, est-ce qu'il ne va pas nous apporter plus de problèmes, tout au moins vu sous cet angle-là? D'abord, je dirais que l'avènement du digital est inéluctable. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse comme si c'est quelque chose qu'on pouvait stopper. D'accord. Voilà, c'est inévitable. Donc, restons réalistes, restons pragmatiques. Bon, maintenant, les dérives dont vous parlez sont réelles. Ça veut donc dire que si on accepte que cette digitalisation est incontournable, hein, il faudrait donc trouver le moyen, non pas d'éliminer les dérives, parce que ça ne sera jamais possible de les éliminer, mais tout au moins de réduire la quantité de ces arnaques dont vous parlez. C'est de ça qu'il s'agit, c'est cela l'enjeu. Et il faut mettre des moyens adéquats pour le faire. On ne peut pas simplement se contenter de dire que non, assurer la sécurité sur Internet, ça coûte cher. Et ne rien faire. Mais vous savez que l'inverse serait catastrophique. Vous avez vu des attaques venant parfois des pays, pas seulement des individus, des pays. Ce qu'on appelle cyber attack, vous avez vu, vous connaissez les conséquences de ces attaques-là. Donc ça veut dire qu'il faut absolument mettre à sa disposition, autant que faire se peut, les moyens pour lutter contre la cybercriminalité notamment. C'est quoi ces moyens-là? Parce que quand je parle d'arnaque, c'est juste un point. Hein. On a la divulgation des documents qui sont dits confidentiels, on a les usurpations d'identité. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, et beaucoup d'entreprises le font, il faut déjà mettre à disposition des investissements pour s'occuper de tous ces fléaux-là. Mais il faut aussi savoir que c'est un travail en permanence. Il n'y aura pas un jour J où on va dire ça y est, on a tout éliminé, on arrête là. Voilà. Donc il faut commencer à vivre dans cet état d'esprit-là. Que ça serait quelque chose. On en a parlé des pandémies aussi. Comment vous allez éviter les pandémies? Il faut simplement essayer de les anticiper et les gérer en conséquence une fois que ces pandémies se présentent. C'est la même chose. En réalité, ces attaques sont des pandémies. Une autre forme de pandémie, en réalité. Donc, il faut faire les mêmes anticipations. Il faut les prévoir. Et il faut mettre les moyens, encore une fois, pour lutter contre ce genre de phénomène. Est-ce que vous pensez que sur le plan de la protection, on est bien loti en matière de de correction des cybercriminels? Est-ce qu'on peut dire que... Le pays, le Cameroun? Oui. Est-ce qu'on peut dire que chez nous, la répression est forte ou devrait s'améliorer? Ça ne se joue pas simplement en termes de répression. Moi, je dirais même c'est même plus important en termes d'anticipation, comme je le disais. Voilà. Cela dit, notre système... Bon, je n'en suis pas un connaisseur. Voilà, j'ai pas d'éléments pour répondre à votre question. Je n'ai pas constaté une attaque particulière qui soit très sérieuse, sauf si on n'en a pas parlé publiquement. Mais je ne suis vraiment pas un connaisseur
de nos failles. C'est une question de sécurité nationale. Quand vous parlez d'anticipation, qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun devrait... on ne va plus sur Internet ou qu'est-ce qu'il faut faire quand vous parlez d'anticipation? Quand je parle non, on sera obligé d'aller toujours sur Internet. On sera obligé. Je vous l'ai dit, c'est irréversible. Bon, donc quand je parle d'anticipation, c'est une manière de dire qu'il faut mettre des moyens conséquents pour prévenir certaines de ces attaques. Et même si malgré cela, l'attaque se produit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et qu'on ne se mette pas à paniquer un peu comme la pandémie du Covid-19 est arrivée, ça a fait paniquer les États. Voilà, c'est la même chose. Donc il faut simplement être préparé. En réalité, pour revenir un peu au Covid-19, ça n'aurait dû surprendre personne. Voilà, il y a des gens, des experts, qui parlaient déjà de ce type de pandémie depuis belle lurette. Bon, il se trouve que malheureusement, certains politiques, pas tous, moins responsables, estimaient que voilà, ce n'était pas nécessaire de faire quelque chose, espérant que peut-être ils passeraient la patate chaude à d'autres politiques qui vont les suivre. Et ce n'est pas ça le rôle d'un leader. Mais est-ce que quand on vous entend bien, on a l'impression que, parce qu'avec l'arrivée du coronavirus, il y a plein de livres qu'on a vus, on a dit bon, c'était prédit, et c'était écrit dans les livres, donc ça a été inventé. Quand on vous écoute, on a l'impression qu'effectivement, ça a été inventé quelque part, et on s'est dit bon, en 2020, ou alors en fin 2019, on va mettre ça pour déranger un peu l'année 2020. Que le Covid a été inventé? Oui, c'est ce qui s'est dit, parce qu'on nous a sorti des livres qui annonçaient une telle pandémie qui allait faire ses ravages, là, qui allait commencer en Chine. Et j'ai l'impression, à vous écouter, que c'était prévisible. Non, je suis au courant qu'il y a eu effectivement une information selon laquelle, ou des informations selon lesquelles le Covid, c'est la main de l'homme, etc. Moi, je peux que vous dire que je n'ai pas d'éléments de réponse par rapport à ça. Mais je sais, je ne dis même pas que je crois, je me permets de dire que je sais qu'il y aura d'autres pandémies. Donc il faut faire quelque chose en amont pour régler ces questions de pandémie. J'avais envie de dire, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Quand vous dites qu'il faut faire quelque chose, c'est quoi ces choses-là? Écoutez, par exemple, nous pensons que déjà pour gérer la crise actuelle, nous avons même créé un produit de gestion de Covid-19. Voilà, et plus généralement de gestion de pandémie. Ce produit informatique consiste, il n'est pas encore au point complètement. Voilà, nous sommes en train de finir quelques retouches. Il consiste, je vais vous donner un exemple précis. Il consiste à collecter les données dans les différentes zones géographiques du pays. On peut aller à l'extrême nord. Quand il dit aller, ce n'est pas forcément se déplacer. On peut obtenir les données de l'extrême nord par la digitalisation, justement. On obtient les données au sud-ouest, etc., etc. Et on présente un système expert, si je puis dire, aux décideurs, qui va donc constater que dans telle région, c'est un foyer. Dans telle autre, il y en a moins. Ça devient des zones rouges, des zones vertes, etc. Donc, en dernière analyse, le décideur a tous les éléments pour justement prendre une décision, et une décision en l'occurrence politique. Voilà, ça c'est un exemple. Nous, on peut fournir ce type d'outils-là. C'est pour ça que je parle d'anticipation et aussi de gestion. Une fois que la crise éclate, comment est-ce qu'on la gère? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, nous constatons tous qu'il y a des pays qui n'arrivent même pas à gérer. Voilà, qui sont toujours dans le mode panique tous les jours, qui nient même l'existence du Covid. Il y a des leaders qui ont nié l'existence du Covid, que c'est quelque chose de passager, voilà. Est-ce qu'on peut faire entrer ceci dans la télémédecine? Je rappelle que vous êtes pionnier de la télémédecine en Afrique. Est-ce qu'on peut mettre cela dans la télémédecine? Oui, en effet. La télémédecine, en fait, sera au cœur de tout cela parce que lorsque nous lancions la télémédecine, comme vous l'avez rappelé, c'est vrai que nous avons connu un certain succès, il y a eu un certain engouement, mais il y avait encore des personnes, parfois même certains médecins,
qui s'entêtaient à penser que ça ne valait même pas la peine d'essayer la télémédecine parce que on ne touche pas le patient physiquement, etc. Eh bien, nous leur disons que la télémédecine ne visait pas à se substituer au système médical conventionnel. Ça visait simplement à le compléter. Eh bien, la télémédecine va devenir incontournable, justement à cause de ces pandémies. Incontournable. Ça veut donc dire qu'il faudrait déjà se préparer, et on revient encore au volet formation. Il faudrait que les médecins, ou plus généralement le personnel de la santé, qui n'est pas encore pour la plupart formé dans le domaine de la télémédecine, soient préparés à être formés. Parce qu'il y aura une transformation, et je constate même que dans plusieurs pays, y compris le nôtre, mais pas seulement, les patients ne veulent plus aller dans les hôpitaux. C'est un constat. Oui. Je ne suis pas ici, Madame Duncan, en train d'encourager les patients de ne pas aller à l'hôpital. Je dis simplement, je constate. Et la tendance est universelle, y compris dans un pays aussi avancé que les États-Unis. Oui. Qu'est-ce qui va être substitué à cette nouvelle façon d'être, si je puis dire, nouvelle façon de se comporter vis-à-vis du système médical? Eh bien, ça sera la télémédecine. Parce que les gens vont rester chez eux, ils se sentent mieux protégés, on fait un diagnostic à distance, peut-être c'est quelque chose de bénin, et on fait une recommandation, une prescription, et ça s'arrête là. Ils n'ont pas besoin d'aller s'asseoir dans un hôpital, attendre les heures, risquer, voilà, d'être contaminé. Donc il faut bien comprendre cela. On n'a même pas, ça ne fait même pas l'objet d'un débat. Je vous dis que la télémédecine va devenir incontournable. Et je parle du Cameroun. Est-ce que Jacques Bonjaro est un politique? Est-ce que Jacques Bonjaro est un politique? Je suis... peut-être j'en suis un, pour autant que ça concerne les questions du développement. C'est-à-dire que je peux me considérer comme un militant du développement. En revanche, je n'ai pas la fibre partisane. Je ne suis pas un militant politique. J'admire les gens qui ont l'énergie pour militer politiquement. C'est un choix qui s'impose à moi, ce que moi je fais. Bien évidemment, j'ai des opinions politiques, j'ai des gens que je soutiens et j'aime faire des choix. Et quand je fais un choix, c'est très explicite. Je dis souvent que on ne peut pas être bien avec tout le monde. Ça, je le dis souvent. Je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux avoir un petit cercle d'amis, par exemple, et les aimer véritablement, plutôt que d'être amis avec tout le monde. Et il y a aussi une raison pour laquelle je ne suis pas très engagé, je dis bien politiquement, même si je suis très engagé pour soutenir un projet. Le président de la République a souhaité que notre pays soit une nation numérique. Je suis pour. Et il a mis des moyens à la disposition. Nous, d'ailleurs, nous avons bénéficié d'un appui de l'État. Je m'en réjouis et je dis merci. Donc, je suis pour. Voilà un projet que je soutiens. Je suis prêt à me battre pour cela. Mais il y a un problème qui se pose sur le champ politique qui, personnellement, et c'est par tempérament, c'est l'esprit partisan. Non pas que les gens ne peuvent pas être partisans, mais j'aime pas trop les débats manichéens, on va dire. Je peux vous dire que tel homme politique est un homme de qualité. Pour autant, ça ne veut pas dire que je vais voter pour lui. Parce que pour voter pour une personne, il y a d'autres éléments qui entrent en compte. J'estime, par exemple, qu'on est un pays, comme dans tous les pays, où il faut qu'il y ait une opposition qui soit forte. Et justement, par contre, c'est pour servir le président de la République. C'est pour servir les gens que je soutiens. Donc, il faut que l'opposition soit forte. Parce qu'elle va apporter des critiques constructives, notamment, qui vont mettre l'autre camp face au mur et qui va donc chercher à s'améliorer. Et je suis sûr que la plupart de nos compatriotes ont le même état d'esprit. Moi, je soupçonne que la très grande majorité des Camerounais ont le même état d'esprit. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se pratique sur le champ politique. On cherche à détruire un individu, pas ses idées, mais l'individu lui-même. Quand vous suivez les débats qu'on suit de temps en temps, c'est même encore des raisons pour moi de ne pas, en tout cas pour le moment, de ne pas me lancer. Ce n'est pas une question de peur, je n'ai peur de rien. Je vous dis simplement que ça ne sert pas notre pays. Donc moi, je préfère l'action. Je préfère soutenir une action. Moi, je regarde
par exemple, le champ politique camerounais. Je peux vous donner quelques exemples. Quand je regarde quelqu'un comme Madame Kawala, par exemple, prenons cet exemple. Je pense que c'est une femme qui a beaucoup d'idées originales. Elle a de convictions. Je dirais même qu'elle a plus de convictions que de certitudes. Donc je pense que c'est un plus pour notre pays. Il ne faut donc pas chercher à la ridiculiser. En réalité, même, je pense que si elle avait été un homme, elle irait plus loin avec les idées qui sont les siennes. Je le dis franchement. Lorsque je regarde quelqu'un comme, je vais encore prendre une femme, pardonnez-moi, Henriette Ekwe, Oui. ben, c'est une grande dame. Je pense que c'est une femme de courage. Et je peux même vous dire, de mon point de vue, qu'elle fait partie des gens dont la nation retiendra le nom dans ce pays. Voilà. Donc, il ne faut pas l'attaquer. On peut attaquer ses idées, mais il ne faut pas attaquer les personnes. Sa personne. Voilà. Voilà. De même, on peut multiplier des exemples. Maurice Kamto, bon, c'est un personnage, de mon point de vue, de dimension internationale. Beaucoup de pays n'ont pas des gens comme ça. Il peut commettre des erreurs politiques, j'en conviens. Mais je dis que ce serait un gâchis que nous cherchons à tirer à boulet rouge sur des personnes. Voilà. Et Koka, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui me paraît... voilà, c'est un ingénieur brillant, c'est un économiste brillant. Le Cameroun doit bénéficier de son expertise. Bon, et le président de la République, bien évidemment, c'est un homme d'une dimension historique. Ça, c'est incontestable. Personne ne peut le contester. Voilà. John Frundi. Donc, je peux voir des hommes de qualité des deux bords. Voilà. Grégoire Oona, je prends cet exemple. Quand je pense à lui, je dis l'homme du dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et il permet le dialogue. C'est l'élégance en politique. Voilà. C'est pas la mesquinerie politique. C'est l'élégance en politique. On a besoin des gens comme ça. Donc, on a besoin de toutes ces personnes, que ce soit Femme Ndongo, que ce soit... Voilà. Et je m'arrête là, on peut multiplier. Et on va s'arrêter là, Jacques Mbondiao. Merci beaucoup, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion d'échanger à travers vous avec cette jeunesse. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain.